Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. Également sur Espace TV tous les matins, désormais vous avez accès à cette émission. Nous allons répartir sur le terrain à Boakar avec tout autre sujet. C'est un que nous avons en direct. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre, merci de répondre aux questions des grandes gueules. Nous revenons sur la récente tournée du Premier ministre, le chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassouf, en région foutanienne. Il était à Labé, mais aussi à Tougué et à Mamou. Il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, son cortège, son convoi a été pris d'attaque, a été attaqué plutôt aussi bien à Labé qu'à la sortie de d'Alaba. Expliquez-nous comment vous avez regardé ces événements de l'œil du ministre chargé de l'unité nationale et de la réconciliation. Sous le regard, donc, ce prisme dont vous évoquez, il faut dire que c'était l'étonnement quand nous sommes arrivés à l'Abbé et qu'on a vu ces jeux de pierre. Le Premier ministre est étonné d'une ville comme l'Abbé, connue pour son hospitalité, son accueil, son respect pour les étrangers, dans les quartiers qui est ces manifestations. De toute façon, l'important, c'est que le Premier ministre avait donné des instructions fermes, à savoir qu'il fallait garder le calme et la sérénité et qu'il fallait dérouler l'intégralité de la mission. Donc, sur ce fait, si vous voulez, la mission s'est déroulée. Le premier jour, quand nous sommes sortis, effectivement, nous avons rendu visite aux sages de la paix. Quand nous nous sommes rendus compte de ces difficultés, nous sommes allés sur la piste qui doit être goudronnée pour vérifier l'état d'avancement des travaux. Et lorsque ici aussi on a rencontré des difficultés, nous sommes allés effectivement rester sur la base où nous avions élu domicile. Bon, toute la soirée nous sommes restés en stand-by, sans dramatiser, sans rien maximiser. Le lendemain matin, nous sommes partis sur Tougué, où on a eu droit à une grande réception et où tout ce qui était prévu aussi a été déroulé. Alors, nous sommes revenus donc le vendredi matin, ce qui n'avait pas été pu faire à l'Abbé. Nous avons visité donc le CAF de l'Abbé qui a été inauguré. Nous avons été au centre de Safa Atou et finalement nous avons pris la direction de Mamou. À la sortie de Dalaba, on est tombé aussi sur quelques barricades qui étaient mises en route, mais rapidement les services de sécurité ont enlevé et nous avons pu arriver à Mamou, où également on a eu droit à une grande réception. Et le message, si vous voulez, que le Premier ministre avait expliqué d'ailleurs sur votre antenne, pour expliquer que c'était une mission économique. Bien, on a compris tout ça, le ministre Taran. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, monsieur le ministre, ce que l'on veut comprendre, vous qui êtes du gouvernement, quelle signification, je préfère ce terme, quelle signification vous donnez à ce qui est arrivé du côté de l'Abbé et du côté de Dalaba? Et en tant que ministre de la Réconciliation nationale, c'est forcément un message pour vous, parce que vous êtes aussi le ministre de l'Unité nationale. Qu'est-ce qui va être fait concrètement pour renouer, pour rétablir la confiance, recoudre le tissu qui est ainsi totalement déchiré? Alors, comme vous avez dit, c'est l'inquiétude et de l'étonnement que des villes, comme je vous ai dit, connues pour des villes pacifiques, puissent se comporter comme ça. Mais qu'est-ce qui a été dit? L'important, ce que je peux vous dire, c'est que, et à l'Abbé, et à Mamou, finalement, les sages et toutes les voix se sont exprimées déjà dans les radios locales et sont venus voir la délégation du Premier ministre pour regretter ce genre d'incident. Oui, mais monsieur concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Exactement. C'est aussi simple que ça. Et avant de le décliner, il faut comprendre le problème. Oui. C'est pas les réactions des sages et des autres. Ce que l'on veut savoir, c'est quelle est la signification, quel est le sens qui est donné à ce genre d'agissement. Vous-même, vous dites que vous êtes étonné. Mais comment vous l'expliquez? Alors, en fait, si vous voulez, le contexte, c'est que nous sommes dans un contexte où, vous savez, les manifestations à Conakry
ont engendré des blessés et des morts et les gens s'inscrivaient dans ces actions. Et effectivement, partout, les sages ont posé le problème en disant qu'il y a des inquiétudes, il y a des appréhensions. Bon, monsieur le ministre, je vais vous dire ma lecture, hein, pas que la mienne. Est-ce que vous avez quand même conscience qu'il s'agit là de l'expression la plus claire, la plus nette du rejet de l'appareil d'État? Est-ce que vous avez cette conscience-là? Et comment allez-vous y répondre? Bon, je pense que c'est excessif ce que vous dites. Je pense qu'il y a des mécontentements, il y a des protestations. Nous en avons pris acte. Et effectivement, dans les messages qui ont été exprimés, le Premier ministre s'est clairement exprimé en disant que sur ce qui s'est passé à Conakry, des enquêtes vont être déroulées. Et qu'il était extrêmement important que ces enquêtes soient diligentées. Ce n'est pas ce qu'il a dit, il a dit autre chose. Il a déjà révélé les résultats des enquêtes. Les autopsies, selon lui, révèlent que les personnes tuées l'ont été de dos. Kassori a révélé les résultats des enquêtes déjà devant les sages à l'abbé. Les premières indications, comme il a dit, sur les premières autopsies. Bien. Et, si vous voulez, les conclusions de ces autopsies-là vont être rendues. Mais des conclusions faites par qui? Parce que avant même qu'on entende, n'est-ce pas, sur le sujet, le procureur, en tout cas, qui est considéré comme celui qui est au cœur de ce processus purement judiciaire, c'est le président, c'est le Premier ministre qui se prononce. Vous, en tant que ministre de l'Unité nationale, comment est-ce que vous percevez ce type de communication à l'endroit des personnes qui sont quand même considérées comme des victimes ou proches des victimes? Non, ce qu'il faut dire, il faut attendre, si vous voulez. Vous avez dit tout à l'heure, du côté de la justice et le procureur, les conclusions des enquêtes. C'est ça qu'il faut attendre. D'ici là, vous avez des indications qui sont données. Ce n'est pas le résultat exhaustif. Et comme vous dites là, en fait, en tant que ministre de l'Unité nationale, depuis Conakry, sur tout ce qui se passe, sur les violences, sur les morts et les blessés, c'est une inquiétude, c'est une préoccupation fondamentale pour le tissu social, pour la réconciliation nationale et pour la citoyenneté. Bien. On l'a toujours dit et redit. Voilà, en parlant du tissu social, vous avez forcément suivi le président Condé ce week-end du côté de Cancan, monsieur le ministre. Oui. Oui. Mais justement, monsieur le ministre, très précisément, le président de la République vient rajouter à vos missions, à vos tâches. Là, vous avez du pain sur la planche, j'imagine que vous en avez conscience. Le président de la République lui-même s'adresse aux populations de Cancan et il parle de certains fils comme étant des vendus, comme devenus ennemis du camp présidentiel, des fils qui sont donc mis dos à dos. Vous, ministre de l'Unité nationale, comment réagissez-vous pour commencer à ces propos du président de la République? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le président de la République s'exprime et il a la charge de tous les citoyens. Et donc, sur des contextes spécifiques et tout, ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est à tout moment, comme vous le disiez tout à l'heure, garder, sauvegarder, renforcer la fraternité, la citoyenneté qui existe entre les citoyens de la République de Guinée. D'accord. Alors, monsieur le ministre, est-ce que ce discours-là était bon pour l'unité nationale? Est-ce que c'était un discours qui rassemble, et d'après vous qui êtes ministre de l'Unité nationale? Ou est-ce que vous le regrettez? Non, je n'ai pas, si vous voulez, le président de la République est le premier porteur du message de la République de Guinée. Si dans un contexte comme celle-là, il dit choses, il faut... Donc c'est le message de la République, celui que nous avons entendu du côté de Cancan. Pardon? Je ne vous reçois pas bien. Le message. Vous dites que le président est le porteur du message de la République. Donc ce message qui a été le propos du monsieur le président ministre, vous nous entendez très bien, vous nous entendez très bien. S'il vous plaît, vous nous entendez très bien. Oui, Taran, vous nous entendez très bien. Le propos du président est donc considéré comme le message de la République. Oui. D'accord. Oui, vous êtes oui, comme par magie, il ne nous entend plus. Voilà, allez-y, Jacques. Alors, il y a des va-et-vient sur la ligne. Oui, je reviens donc. Vous avez dit que le président est porteur du message de la République. Premier porteur. Donc, la question des Tamba et des Aboubakar, c'est de savoir si le message il était bon. Est-ce que ce message qui a été lancé à Cancan est, à votre avis, le message de la République? Le président de la République, comme je vous ai dit, est le premier porteur du message d'unité, de la sauvegarde et de la paix de la République.
Alors, cette dernière phrase, cette dernière question, monsieur le ministre, parce que moi j'ai besoin de clarification, je suis un peu perdu. Le travail de Gassam Madiabi, je le connaissais, je l'ai vu, je le voyais un peu partout. Vous, en quoi consiste votre travail, monsieur le ministre? Alors, si vous voulez, c'est un travail d'élaboration documentaire. Et sur la base de ce travail documentaire, c'est faire des plaidoyers et des sensibilisations sur le terrain. Alors, absolument, nous avons avancé sur le travail documentaire sur place. Et maintenant, nous devons, dans des contextes de crise comme celle-là, essayer de pousser sur des plaidoyers sur le terrain. Nous avons, pendant les crises, comme vous avez vu, visité à la maison centrale les détenus, bien avant un détenu politique. Ouais. Par la suite, nous rendons... On va vous inviter, hein, monsieur le ministre, dans ce studio. Ça serait plus simple, hein, voilà, pour faire le bilan, si on peut se me dire ainsi. Merci beaucoup, en tout cas. Et surtout, bon courage, monsieur le ministre Mamadou Taran Diallo. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Également sur Espace TV, vous le voyez à l'écran, notre invité, mesdames et messieurs, ce matin, c'est bien sûr monsieur Mohamed Lamine Kaba, président donc du parti Fidèle, mon cher Titi. Fidèle est devenu infidèle ou pas du tout? Qu'est-ce qui se passe, bonjour? Je le disais à la pause, j'ai dit fidèle qui s'est infidélisé. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est le cas? À vous, bonjour au milieu de l'unitaire et téléspectateurs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que Fidèle s'est infidélisé? Le parti Fidèle, je vais vous le dire que c'est le parti le plus constant du pays. Ouais, le plus fidèle. Voilà. Oui, c'est la fidélité à la nation. Ouais, la fidélité. À la nation, la fidélité à la nation ou à la fidélité à vos positions? De quelles constances vous voulez nous parler? Oui, parce que tantôt, vous étiez un soutien du président Alpha Condé, vous avez milité pour lui du côté du Sénégal, et ensuite vous étiez devenu un de ses farouches opposants. On vous a vu aller dans des plateformes de l'opposition. Récemment, vous étiez membre de la CODE, la convergence de l'opposition démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous veniez soudain, d'un seul coup, à supporter, à soutenir la nouvelle constitution à laquelle vous étiez opposé il y a quelques jours? Merci infiniment. Je voudrais vous le dire que je n'étais pas un soutien du président, j'étais un militant, voire même un responsable politique de ce parti. Au Sénégal, j'étais le directeur de campagne du président Alpha au Sénégal, Gambie, Mauritanie, Cap-Vert en 2010. Et entre-temps, je ne me retrouvais pas dans la... comment vous appelez, dans la direction des choses. Nous avons créé un parti politique, nous avons efficacement milité dans l'opposition. Dans votre présentation, ce qui manque un peu, c'est que je ne suis pas seulement membre de la CODE, je suis membre fondateur du Front National pour la Défense de la Constitution. FNDC? FNDC, nous avons participé à toutes les activités, je dis bien à toutes les activités. Oui. Que je sois là physiquement, moi, mais toutes les manifestations restantes, j'y étais. Et je veux vous dire très clairement, chaque organisation, fut-il un groupe de pression, a des objectifs. Lorsqu'un groupe de pression atteint ses objectifs, il doit cesser d'exercer les pressions. Vous pensez que le FNDC a atteint son objectif, M. Kaba? Je crois bien. Pourquoi vous le dites? Oui, bon, vous vous souviendrez nettement que le samedi le 16 novembre, ce mois donc, le président Alpha était à meeting à Zérekori. Il a tenu un propos. Il disait, vous l'avez rappelé d'ailleurs, c'est le seul journaliste d'ailleurs, ce qui est bizarre, personne n'en parle, c'est celui-là. Antoine, que j'ai entendu parler même ici, et j'ai écouté ce soir encore ailleurs comme ici. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne transmettrait pas, enfin, c'est-à-dire dans la logique des choses, qu'il ne souhaiterait pas se faire remplacer, dans ses expressions comme il a dit, mais qu'il voudrait laisser le pays dans une main propre, à des mains propres. Je pense que l'idée de transparence est exprimée dans ça. Ça veut dire que lui n'est pas prêt. Mais c'est ce qu'on dit, le mot clé, le message clé du front, un autre candidat, un autre président. Un autre président, ça veut dire que je crois que le président Alpha Condé dit que lui n'est pas intéressé par un troisième mandat et qu'il transmettrait le pouvoir à quelqu'un qui a une mémoire. Monsieur Kaba, attention. Donc, je crois. Attention, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit ça. Le président a dit ceci. Il n'est pas question d'un troisième mandat, il n'est pas question d'un changement de constitution. Et puis, il a poursuivi en disant qu'il ne laisserait pas le pays entre les mains des bandits. Cela ne veut pas dire, à mon avis... le pays à des mains propres. À des mains propres. Ça, c'est important. Il l'a dit. Oui, mais alors, est-ce que c'est un engagement, à votre avis, qui voudrait dire que le président ne se présenterait pas pour un troisième mandat? Je crois bien, parce que la Guinée n'est pas quand même un pays extraterrestre. Nous sommes des humains, nous avons un voisin en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, en 2015, j'y étais en Côte d'Ivoire au mois de mai, il a dit que s'il est réélu pour un deuxième mandat, qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat.
Ainsi, les Ivoiriens l'ont permis de refaire la constitution. Aujourd'hui, il vient de dire, comme dans son expression, qu'il transmettrait le pouvoir à une nouvelle génération. C'est de la même manière que le président a dit, mais si maintenant... Vous pensez que ces propos du président Azere Kouré sont suffisants à vos yeux pour croire qu'il ne demandera pas un autre mandat? Mais le plus important, ce qui est paradoxal, vous savez c'est quoi? Vous savez, vous êtes tous d'accord avec moi, les manifestations que nous sommes en train de faire sont nées sur la base de la suspicion, des pensées préconçues. Quand le président a été aux États-Unis, lors d'un entretien privé avec un certain nombre de Guinéens, il a invité ceux-là de se préparer pour aller au référendum. C'est suite à ça que nous avons commencé les manifestations qui ont enregistré plus de 20 personnes. Je crois que lorsqu'on est meneur d'hommes, à des moments donnés, il faut être serein, à des moments donnés, il faut être lucide. La lucidité, c'est une vertu cardinale qui vous permet d'analyser la situation et s'adapter à cela. Je pense. Monsieur Kaba, non, je ne veux pas mettre écoutez la question, on n'a pas assez de temps. Moi, je pense que sur ce point, nous avons commencé les manifestations parce que sous la base d'une présomption. Alors, aux États-Unis, comment on appelle le Azere Kouré, ce n'était pas seulement 3 à 4 personnes comme de l'autre côté, mais c'était des milliers de personnes. Et à la télé nationale, le message est pas. Le plus important, c'est de dire qu'il préférerait quelqu'un d'autre qu'à une main propre. Donc, c'est là. Donc ça c'est selon votre ça veut dire tout simplement c'est selon la compréhension. Allez-y Antoine. Monsieur Lamine, j'ai été surpris de vous voir devant les micros de télévision et de radio, mais quitter le FNDC pour rejoindre la Codenac. Vous qui êtes membre fondateur. Il appelle même le FNDC à rejoindre la Codenac. Vous êtes membre fondateur. C'est quand même extraordinaire. Et vous dites que le combat il est fini parce qu'Alpha Condé Azere Kouré a dit qu'il ne laisserait pas le pays entre les mains de Bondy. Et vous rejoignez la Codenac. Il faut pas finir la phrase. Mais attendez, vous dites rejoindre la Codenac qui fait la promotion de quelqu'un qui a une main propre. Ça veut dire déjà qu'il accepte l'idée de l'alternance. La Codenac que vous rejoignez. Écoutez la question, monsieur Kaba. Allez-y, Antoine. La Codenac que vous rejoignez n'exclut pas un nouveau mandat pour Alpha Condé. Est-ce que vous êtes partant pour ça? N'exclut pas un nouveau mandat pour Alpha Condé au cas où il voulait se présenter. Non. Mais c'est la je crois que la définition. Non, attendez. Non, mais la Codenac est claire là-dessus. Ouais, pour le moment, si le changement de constitution permet au président de demander un nouveau mandat, qu'il le soutiendrait. Je vais vous faire une révélation, c'est que vous savez. Allez-y. Comme la plupart des leaders politiques qui sont membres du Front, il y a un article dans cette constitution, si on ne la révise pas, qui permet au président de rester au pouvoir, d'avoir la possibilité de prolonger, comment vous appelez, de faire le glissement à chaque fois qu'il voudra. C'est quoi l'article? Vous avez l'article 34, alinéa 4 de la Constitution, qui stipule ceci. En cas de décès, d'empêchement définitif ou du retrait d'un candidat entre la publication des résultats définitifs et le premier tour, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec de nouvelles listes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit seulement de se trouver. Le président a dit que je ne vais pas aux élections, je ne serai pas candidat. Mais trouver un candidat fantoche, marionnette, manipulable, qui rentre dans la course. Un mois après, qui se retire parce qu'une virgule est mal placée, parce que non. On peut réviser. Je finis. Non, qu'est-ce que cela ferait? On peut réviser. Ça va donner 4 mois au président en cours de rester. C'est-à-dire, pour convoquer les électeurs, changement de constitution ou pour la révision? Selon l'article 28 de la Constitution, il faut 90 jours. Monsieur Kaba. Pour aussi un mois. Vous êtes pour la révision ou pour le changement? Il est important de revoir. Monsieur Kaba, vous êtes pour la révision ou pour le changement de constitution? Je suis pour la révision et une constitution révisée. La Codenac est pour le changement. C'est là où on ne vous comprend pas. Vous savez, c'est quoi la différence? J'ai l'impression que vous êtes fait berner. Non. Je vous assure. Non. J'ai l'impression que vous êtes fait berner. Mais non. Il n'y a aucune différence entre les deux. Ouvrez les yeux, monsieur Kaba. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Allez-y, c'est du formalisme. Allez-y, oui. S'il vous plaît. Non, Antoine, allez-y. Vous avez le 30 droit secondes, de s'il vous révéler. plaît. Allez-y. C'est du formalisme. Quelle est la définition de révision? Réviser, c'est analyser, si vous voulez, examiner, en vue d'apporter des changements plus ou moins profonds. Et tout texte révisé est un texte nouveau, toute nouvelle constitution. Une virgule déplacée, vous êtes utilisateur informatique. Quand vous déplacez une virgule dans un texte, l'ordinateur voudra de faire un nouveau enregistrement ou même remplacer. Les biens de banque. Non, attendez. Bien. C'est du formalisme. Il n'y a aucune différence. Quand une virgule change dans une constitution, elle devient nouvelle. Merci beaucoup. Se déplace dans une constitution, elle devient nouvelle. Mais ce que vous n'avez pas encore, on s'est rendu compte que c'est la Guinée est le seul pays qui a 12 institutions républicaines. La France en a 6. Merci beaucoup. Vous en avez encore la Côte d'Ivoire 6, la Guinée en a 12.
Et le coût, c'est quoi, de quoi il s'agit? C'est plus de 360 milliards. Merci beaucoup, monsieur Kaba. Merci à vous tous à l'international. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Merci à vous tous à la régie. Merci à Mohamed Diaby ici à la radio. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour un autre numéro.